Donc, bienvenue à tous. Je m'appelle Emmanuel Cognet, je suis entrepreneur et j'ai créé Powiz, l'organisme de formation certifié qui aide les futurs entrepreneurs à se lancer. Je veux partager avec vous toutes les connaissances qui vont vous permettre de bien démarrer et de bien lancer votre projet. L'un des domaines incontournables du lancement d'entreprise, c'est ce pourquoi vous êtes là ce soir, c'est le financement. Donc, pourquoi aller chercher un financement? Comment identifier le financement qui est le plus adapté pour votre projet, etc. Et aussi de savoir quels sont les critères à l'entrée. Ce sont toutes ces questions que l'on va voir ce soir. Pour cela, je suis en compagnie d'Edwin. Edwin est consultant en Impact Investing et il est aussi business trainer chez Powiz. Donc Edwin possède les clés de tout ce qui concerne le financement, les clés qui permettent de lever des fonds et il va nous les transmettre ce soir. Alors, prenez un maximum de notes, prenez un carnet, un stylo et notez tout sans en perdre une miette. Edwin, bienvenue. Comment ça va ce soir? Ouais, ça va, super, super. Ce soir, enfin, chez moi, c'est plutôt le matin, mais ça va. Et oui, c'est vrai qu'Edwin, toi, tu n'es pas sur le même continent que moi. Non, du coup, je suis en Californie actuellement. Donc, mais oui, ça va très bien, très bien. Et toi? Oui, ça va super. Donc, moi, je suis dans la nuit et toi, tu es dans le jour. Il y a Jessica qui nous fait coucou. Jessica, aujourd'hui, t'es dans les backstage. T'es dans les coulisses. Ok. Alors, on va aborder ce terme cette thématique du financement qui passionne Mhm. énormément de porteurs de projets. Pour se poser la première question déjà, pourquoi on peut être amené à aller chercher un financement? Pour quelles Ouais, raisons on va aller chercher un financement? bah, c'est une très bonne question. En fait, ce qu'il y a, je dirais, l'atout majeur en fait de chercher des financements, c'est pour ce qu'on appelle l'effet de levier. C'est-à-dire que, en fait, il faut vraiment aborder la recherche de financement comme une manière de passer à des caps supérieurs plus vite. Ça veut dire que, pour donner un exemple concret, hein, par exemple, moi je vois pas mal notamment sur le continent africain, d'artisans en fait qui développent voilà, leur activité, qui ont plein de clients, mais qui n'arrivent pas à répondre à la demande. Et donc, ils ont besoin en fait de s'industrialiser pour pouvoir produire plus vite, plus et plus vite. Et donc, dans ce cadre-là, ils sont en recherche de financement justement pour acheter, admettons, une machine, une presse ou que sais-je, pour pouvoir passer ce cap-là en fait. Donc, c'est vraiment voilà, la recherche de financement doit être abordée, à mon sens, pour aller plus vite en fait, aller plus vite et aller dans des caps supérieurs. D'accord. Maintenant, en fait, un petit peu comme au lieu de prendre l'escalier, tu prends l'ascenseur. Ah, ok. Ah oui, puis on aime bien cet ascenseur-là, l'ascenseur du financement. On aime bien. Dites-moi un peu dans le chat, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Est-ce que votre projet est déjà lancé? Est-ce que, au contraire, vous pensez à lancer votre projet? Et où est-ce que vous en êtes par rapport à la question du financement? Si vous êtes dans l'escalier ou si vous êtes dans l'ascenseur, qu'on sache un Ouais, peu. c'est ça. Et aussi, après, qu'est-ce qu'on va chercher à financer? En gros, on va chercher de manière générale, il y a deux types de choses sur lesquelles qu'on va chercher à financer. C'est en comptabilité, en tout cas, c'est ce qu'on appelle les immobilisations. Ça veut dire, c'est Mhm. vraiment tout ce qui est lié à tout ce qui a vocation à rester dans l'entreprise. Typiquement, un ordinateur, une machine, voilà, un véhicule, ce genre voilà, de gros investissements un petit peu lourds qui peut-être sans ça freinent un peu l'activité. Mais là encore, pour ce type d'investissement, c'est-à-dire tout ce qui est immobilisation, investissement lourd, il faut aussi prendre en compte que maintenant on est de plus en plus dans ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité. Ça veut dire, plutôt que d'acheter et d'être propriétaire de la chose, est-ce que en fait j'ai juste pas juste besoin en fait de pouvoir utiliser ce truc-là. Typiquement, au lieu d'acheter un local, bah, en fait je peux peut-être juste le louer ou le louer le temps d'un événement. Tu vois, même les machines à outils, les boîtes à outils se louent maintenant. Donc en fait, c'est une manière aussi de lever des freins en fait, voilà, des porteurs de projets qui pourraient se dire, oui, mais moi j'ai ce projet, mais il faut que j'ai, je sais pas moi, énormément de matériel en fait pour commencer, alors qu'en fait, il y a des voies alternatives qui sont typiquement le leasing, la location, etc.,
qui permet de pouvoir avoir l'usage du bien sans avoir à chercher des financements, épargner pendant des années pour acquérir ce bien-là, en fait. Donc ça, c'est vraiment le premier type voilà, de type d'investissement qu'on va pouvoir faire. Le Donc deuxième, ça, tout ce qui est matériel en fait, tout ce qui est matériel et qu'on n'aura pas pu louer, voilà, pour lesquels on n'a pas d'autre solution que d'acheter. Là, on peut envisager une recherche de financement. c'est ça, exactement. Après, il y a le deuxième, c'est plutôt tout ce qui est lié à ce qu'on appelle plutôt les actifs circulants. C'est en gros, c'est le cash. C'est avoir du cash pour le quotidien en fait de son activité. Payer ses fournisseurs, acheter du stock, de la marchandise, payer ses charges, internet, téléphone, etc. Et en fait, c'est un petit peu moi je compare un peu le financement à du carburant. Ça doit être vu comme du carburant. Ça veut dire c'est ce qui va me permettre d'avancer et pas du combustible. Ça veut dire c'est pas fait pour être brûlé. On voit souvent dans le monde des startups, voilà, levée de fonds, etc. Des équipes qui vont aller faire des séminaires ou des team building à Los Angeles ou on ne sait où. Alors, en fait, c'est un peu du cash qui est brûlé du coup. Mhm. Est-ce que l'argent peut pas être... Voilà, vraiment, il faut se dire que le financement, c'est fait pour être utile, pour être comme un carburant en fait, qui va vous aider à aller plus loin et plus vite dans votre activité. Ben, c'est vrai que ça témoigne aussi de la maturité de l'entrepreneur qui reçoit le financement dans sa manière de l'utiliser. Ouais, Ça clairement. va aussi être vraiment très déterminant. Une fois qu'on a un capital donné, est-ce que on est capable de le faire fructifier ou bien est-ce qu'on est uniquement capable de le dépenser? Et ça après c'est le rôle des investisseurs. Hein. C'est eux qui doivent, qui ont le rôle difficile de déterminer qui sera rentable et qui ne le sera pas. Ouais, qui sera... Et puis, comme tu dis, la maturité, c'est effectivement, ça rentre dedans. Bah, c'est une responsabilité, hein. Avoir un financement, c'est une responsabilité. Complètement. Alors du coup, ben, avoir un financement, c'est une responsabilité, mais avant ça, il y a une problématique qui est de choisir le bon financement. Parce que finalement, il y a autant de projets que de porteurs de projets, et il y a plein de solutions de financement qui existent. Et Mhm. là, je pense que la difficulté, c'est de faire matcher le besoin du projet avec le financement réellement adapté. Voilà, Ouais, de tout à frapper fait. à la bonne porte finalement, de savoir où on va pour avoir plus de chances aussi de l'obtenir. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça, justement? Ouais, effectivement, ceci, c'est une très bonne question parce qu'en fait, ce qu'il faut voir, c'est que en fait, il y a énormément de modes de financement et les modes de financement sont liés très souvent à l'avancée, à l'évolution, à l'état d'avancement de l'entreprise. Ça veut dire qu'il y a autant de modes de financement. En fait, toute la vie de l'entreprise est jalonnée de modes de financement, de l'idée à la fin de l'entreprise. Et donc, voilà, ça peut être voilà, au moment où j'ai une idée, au moment où je me suis lancé, au moment où je veux avoir de la croissance, quand je veux me développer, voire même quand l'entreprise elle est en fin de vie et qu'on veut la céder, admettons, il y a encore d'autres modes de financement. Donc, tout l'enjeu, c'est de savoir où est-ce qu'on se situe actuellement pour savoir ben, plutôt quels sont les modes de financement qui vont être pertinents dans ma situation. C'est plutôt comme ça, en fait, du coup, qu'il faut le voir. Et bah, je pense que là, du coup, pour ce live-là, ce qui serait intéressant, c'est qu'on se concentre sur de l'idée au MVP. Le MVP qui est en gros le minimum viable product, qu'on peut peut-être traduire par le prototype, ou voilà, admettons, voilà, j'ai cette jolie polaire, admettons que voilà, je veux lancer une marque de vêtements, bah, mon MVP, ça peut être voilà, ce vêtement-là. J'ai pas besoin d'avoir toute la collection en rouge, en bleu, en noir, en je sais pas quoi, avec la capuche et tout. Juste ce modèle-là peut me permettre de commencer à lancer ma marque, Oui, concrètement. Donc ça peut le être un MVP. Oui, voilà, le MVP, c'est la première offre que tu vas mettre sur le marché qui va être destinée à vérifier la viabilité de ton projet, à tester l'idée et à l'éprouver finalement, à la mettre à l'épreuve du marché, avoir le feedback du marché avant de développer quelque chose de plus important. C'est très vu dans les startups, mais c'est aussi vu dans un tas de d'entreprises et de marques. Et nous, c'est ce qu'on Mm. prêche hein, chez Powys. Commencer d'abord
par un MVP, par un produit, euh, une offre viable, mais que vous pouvez envoyer rapidement sur le marché. Et donc aujourd'hui, ce Exactement. qu'on va voir, c'est les solutions de financement qui correspondent à l'étape soit de l'idée, correspondent à aux étapes qui vont de l'idée à la sortie de ce MVP. Alors, Mhm. il y a quelqu'un qui nous dit, qui nous ont affirmé, alors j'ai pas le début de la question, qui nous ont informé qu'il était impossible de lever des fonds en France sur du Muslim Business. Alors, j'ai pas le début de la question, du coup, j'aurais du mal à répondre. Ouais. Qui vous a affirmé qu'il était impossible de lever des fonds en France sur du Muslim Business? Et est-ce que c'est vrai en fait? Est-ce que c'est vrai, Edwin? Est-ce que tu penses que Non, c'est non, non, vrai? non. Non, non. Ça, c'est pas. Déjà, bon, là, du coup, on va passer. Enfin, si on veut parler au niveau d'investisseurs privés, en fait, c'est pas un critère, en fait, la question Muslim business, en fait. Au-delà de Muslim, tu vois, c'est un peu comme le business éthique. Tu vois, tout ce qui est éthique, etc. Au final, ce qui est regardé, c'est plutôt la question de rentabilité. En- Donc, si en fait tu as un Muslim business, mais qu'il y a une communauté, il y a une audience, il y a un marché, comme on dit, l'argent n'a pas de couleur ou n'a pas d'odeur. Voilà, je sais pas, c'est quoi exactement Parce que c'est parce le, que tu vis avec les mais Américains, Edwin. Tu vis avec les Américains, donc mais c'est vrai qu'en France, tu penses vraiment qu'en France, on a aussi des gens comme ça qui regardent pas ce côté-là, parce qu'on avait la question de la conjoncture sociale et en tout qui vont cas au niveau regarder. des fonds privés, c'est pas quelque chose qui est regardé. Et puis aussi sur la question du financement, si on parle, donc là on saute un peu une étape voilà de l'étape de l'idée, mais qu'on est carrément voilà, on s'est lancé, on cherche vraiment voilà une levée de fonds, on va dire. Euh, les fonds sont internationaux en fait. Ça veut dire, par exemple, moi, je suis aux États-Unis, mais la plupart des entreprises que j'accompagne, elles sont en Afrique ou en France. Et les investisseurs, ils sont pareil. Je commence à prospecter au Moyen-Orient aussi. Enfin voilà, les fonds sont, bah, c'est la finance internationale. Donc en Ouais, fait, donc c'est les gens, en fait, ça c'est des barrières un peu franco-françaises, mais c'est vraiment pas, c'est pas un critère en fait. Et je pense que c'est aussi même pas, c'est même peut-être un peu dangereux en guillemets de se voir seulement comme un Muslim business. Je pense que c'est intéressant de se voir comme, enfin, de plutôt centraliser sur quelle est la proposition de valeur, en fait. Qu'est-ce qu'on veut apporter? Donc, oui, notre identité, elle est musulmane. On l'assume, il n'y a pas de souci. Mais au-delà du caractère musulman, quelle est ta valeur ajoutée, en fait? C'est ça, en fait, sur quoi un investisseur investit. C'est sur ta valeur ajoutée, ta proposition de valeur. ouais, effectivement, il faut être capable de faire ressortir une véritable valeur ajoutée, de ne pas tout faire reposer sur son branding et sur son identité, parce que ça ne suffit pas. Il faut vraiment pouvoir apporter quelque chose qui va être rentable et l'identité est une partie du capital qui va créer la rentabilité, mais c'est sûrement pas le seul. Donc peut-être c'est très pertinent ce que tu dis hein, de quand on va chercher des investissements, de bien regarder quels arguments on met finalement en face de la demande d'investissement, sans pour Mm, autant renier les valeurs qui vous sont chères. Hein. Vous pouvez être c'est voilà clair. musulman, écolo, anti-déchets, ce que vous voulez, féministe, machin. Mais en face, qu'est-ce que vous mettez comme argument par rapport à la demande de financement? Mm, tout à fait. Et puis il y a de plus en plus maintenant plus mais même de voies, je dirais, de canaux plutôt spécifiques, on va dire, au Muslim business, entre guillemets. Ah bah Donc voilà. on pourra faire un live là-dessus alors, parce que visiblement on a des gens qui sont intéressés. Ok, ben pourquoi pas, ça peut être intéressant effectivement. On se le note. Du coup, Donc du coup, pour alors, revenir sur l'idée au ouais, MVP. Ben déjà le premier, je vais un peu peut-être pas décevoir, mais le premier mode de financement en fait c'est votre épargne en fait, c'est vous déjà. Avant d'aller chercher, de taper chez les portes du voisin, déjà vous-même, est-ce que vous n'êtes pas en capacité, en fait, de mettre un peu de côté pour financer votre business? Et l'une des forces, en fait, de penser comme ça, de se dire, bon, ben, je vais investir moi-même, en fait, je trouve, et ça rejoint cette question du MVP, c'est que ça va vous permettre d'être créatif. Parce que l'un des problèmes des porteurs de projets, souvent, c'est que on a une vision, donc on a la big picture en tête,
et on se dit, tant que je vais pas arriver directement à cette big picture, je commence pas. Mm. Sauf qu'en fait, vous devez commencer là où vous êtes et avec ce que vous avez. Et quand vous commencez à rentrer dans cet état d'esprit de, il faut que je commence là où je suis et avec ce que j'ai, vous êtes obligé faire preuve de créativité, de trouver des chemins de traverse, par exemple, le service, typiquement, le service, c'est vraiment un des moyens de rentrer dans presque tous les business sans avoir engagé trop de frais. Pour vous donner un exemple, par exemple, du coup, ça me fait penser, on a une trainees qui a pour projet de lancer une marque de cosmétiques bio, éthique et qui améliore la santé. Et en fait, elle, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a un blog dans lequel elle donne des conseils à sa communauté sur, voilà, quels sont les ingrédients à utiliser, quels sont les types de formules, quels sont les types de produits qui sont bons pour tels aspects de la santé, la peau, la digestion, etc., etc. Et en fait, en donnant du conseil, donc en faisant du service finalement, elle se constitue une base de potentiels futurs clients. Elle se crée une réputation, une crédibilité, de telle sorte que le jour où elle va vraiment maintenant lancer son premier produit, mais elle aura déjà toute une communauté qui lui fait confiance. Donc je pense déjà, votre épargne, premier mode de financement, commencez là où vous êtes, avec ce que vous êtes, et aussi pour la question parce qu'on parlait tout à l'heure des investisseurs, il faut savoir que c'est une question aussi qui est demandée en fait par des investisseurs. Ça veut dire, on demande à l'entrepreneur, mais en fait, tu viens me demander à moi 150 000 euros. Mais combien toi est-ce que tu as déjà mis toi dans ton business en fait? Parce que si toi tu n'as rien mis, c'est qu'en fait tu es en train de prendre mon argent pour un crash test, Mm. tu vois? Et donc le fait de s'engager en fait soi-même, de mettre sa sueur dans son business, c'est aussi c'est convaincant en fait. On se dit ok cette personne elle croit en son projet, elle est engagée. Et oui, elle a engagé et elle a apporté des choses sur la table. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose que j'ai fait moi-même et que je recommande aussi beaucoup. C'est avant de lancer un gros projet, c'est d'abord regarder ce qu'on est capable de faire, ce qu'on est capable de lancer comme service, comme première offre qui va demander peu d'investissement. De commencer à avoir des clients et justement d'épargner et de ne pas prendre Mhm. cet argent pour vivre la grande vie, mais d'épargner pour pouvoir derrière financer rapidement son projet. Et il y a vraiment des moyens. Enfin, quand on se donne les moyens, il est possible tout à fait de mettre des sommes suffisantes pour pouvoir financer rapidement son projet et en même temps aussi prendre de la maturité, comme tu le disais. Et après, on est que plus convaincant. Ouais, tout à fait. Il y a quelqu'un qui a mis Michou55 a parlé des plateformes de crowdfunding. Effectivement, c'est vraiment un excellent moyen. D'ailleurs, on va en parler dans quelques temps. On a encore un ou deux modes de financement qu'on va peut-être voir avant. Mais reste avec nous parce que du coup, on va parler on va creuser un peu justement les plateformes de crowdfunding, les stratégies à adopter, etc. Yes, on va faire un big focus sur les plateformes de crowdfunding. Donc reste jusqu'à la fin du live parce que là on va vraiment aborder la question en détail. Ouais, Et donc, ok, on a vu que la première chose qu'il fallait faire, c'était déjà de commencer à épargner. Mais c'est vrai que même d'un point de vue de la personne, t'as quand même plus une personne qui est capable d'épargner inspire quand même plus confiance qu'une personne qui n'arrive pas à mettre 3 sous de côté. Tu vois. ouais, Donc ça en dit aussi beaucoup. Je sais que l'éducation financière fait partie des préoccupations de notre audience. Ça en dit aussi beaucoup sur vous, la manière dont vous êtes capable de gérer votre argent. Comment ça se fait qu'il y a des gens avec la même somme que vous, ils arrivent à mettre de côté et d'autres qui n'y arrivent pas. Votre capacité à épargner, à avoir une projection sur l'avenir et à vous engager sur l'avenir. Ça en dit aussi beaucoup de vous et derrière vous serez que plus convaincant pour tout ce qui est financement, que ce soit crowdfunding ou autre, hein. Ça va être vraiment votre ouais, état d'esprit, votre mindset en fait. tout à fait. Après, il y a un autre mode de financement, toujours au niveau voilà, de l'idée, qui est intéressant, c'est Pôle emploi. Et Pôle emploi, selon une étude qui a été faite par Mazars, c'était en 2018,
ça représente à peu près 19% du financement des entreprises. Mhm. Donc 19% d'entreprises se sont financées grâce à Pôle emploi et notamment à ce qu'on appelle l'ARCE, donc l'aide à la reprise et à la création d'entreprises. En fait, ça consiste en quoi? Ça consiste tout simplement en, lorsque vous êtes demandeur d'emploi et que vous percevez des allocations chômage, vous pouvez demander à Pôle emploi de vous. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils vous versent, ils prennent 45% de vos allocations. Admettons, il vous restait 10 000 euros de droits en allocation. Ils vont prendre 45%, ça veut dire 4 500 euros, qui vont vous verser en cash, en deux temps, en fait, ils vont faire deux décaissements. Donc, euh, ça, c'est intéressant comme mode de financement quand on a besoin dès le début d'avoir un peu de, comme je disais tout à l'heure, peut-être d'acheter, voilà, d'avoir quelques investissements. On veut acheter un ordinateur pour se lancer. On a besoin d'un peu de trésor pour rouler, etc. Ça, effectivement, ça peut être intéressant ce mode de financement pour avoir tout de suite une petite trésor, un petit matelas pour commencer. Mais le point de vigilance que je donnerais, c'est que vu que là on est au stade de l'idée et qu'il s'agit de vos allocations chômage, bah, soyez prêts avant de vous lancer, quoi. Et ça veut dire être dans les starting blocks. Ça veut dire avant, vous êtes formé, vous avez votre plan d'action, vous avez fait votre étude de marché. Et une fois que vous êtes maintenant, je dirais, sur la ligne de départ, là, vous pouvez faire cette demande-là pour avoir les sous, pour vraiment pouvoir commencer, quoi. Oui, d'autant plus que tu as raison de mentionner l'étude de marché parce que le projet, il peut évoluer pendant la phase d'étude de marché et donc les besoins du projet peuvent aussi évoluer avec toutes ces données qu'on va récolter et qu'on va analyser. Donc c'est vrai que c'est extrêmement pertinent d'abord d'attendre d'être que le projet soit bien ficelé sur comment dire la théorie en tout cas avant Mhm. de prendre le financement et du coup de l'utiliser. Il y a une personne qui parle de service civique. L'État peut accompagner les projets des personnes qui ont fait un service civique. Est-ce que ça te parle, ce mode de financement, Edwin? Après, je pense que ce mode de finance, je vais juste, excuse-moi, je vais juste répondre comme là on était sur le Pôle emploi, il y a une question qui est vraiment directement liée. Je réponds juste à cette question et après je reviens sur Ça le marche. service civique. C'est sur les 55%, est-ce qu'ils sont perdus? A priori, non. En fait, vous pouvez retoucher les 55% qui vous ont pas versé si vous cessez votre activité. C'est à ce moment-là, en fait, que là, du coup, les 55% manquants reprennent. Mais sinon, c'est gelé, on va dire. Donc voilà, c'est juste pour répondre à cette question qui est là tout de suite. Et pour Ouais. revenir sur le À ma service connaissance, civique, oui, pour te compléter, à ma connaissance, en fait, les oui. 5% restants, ils vont continuer à être versés de manière mensuelle, comment dire, avec la prise en compte des revenus que tu vas engendrer dans ton entreprise. Ok. Moi, ce que j'ai pu voir, c'est du coup, après peut-être qu'ils proposent les deux modes. Ça veut dire effectivement, comme tu dis, le premier encaissement plus les 55% complétés. Mais Ouais. il y a aussi l'autre, en tout cas, cette option-là aussi, qui est que bah, ils sont versés dès lors que l'activité cesse. C'est Ah la oui, cessation d'activité qui déclenche les 55% que t'as pas perçu. oui, c'est vrai qu'il y a Donc après, plusieurs je pense que options. ça, il faut voir avec directement un agent Pôle emploi, en fait. Oui, oui, c'est sûr. C'est sûr, d'autant plus que ça bouge souvent chez Pôle emploi. Ouais. Après, pour revenir sur la question du service civique, je suis pas au fait particulièrement des modes de financement par l'État concernant les services civiques. Mais après, ce qui est sûr, c'est que là-dessus aussi, au niveau des aides publiques et des subventions, il y a aussi tout un lot on va dire, sources de financement existants qui sont souvent liées au territoire. C'est pas forcément l'État, mais c'est plutôt le territoire carrément, c'est-à-dire la région, le département ou la métropole, qui vont donner voilà, des financements pour accompagner, admettons, la personne qui a fait un service civique, pour l'aider, on va dire, voilà, admettons, à l'issue de son service civique, il veut se lancer, il peut y avoir effectivement des aides. Mais
Vous avez un site, ça s'appelle aide-entreprise.gouv.fr. Là, je le dis vraiment de mémoire. Il me semble que c'est ça, c'est aide-petit du 6 entreprise, qui vous donne justement, qui liste en fait tous les aides possibles, imaginables qui viennent du secteur public pour Donc, les entreprises. on peut aussi avoir l'information selon la région dans laquelle on se trouve sur ce site. Ouais. Parce que ça, Ouais, c'est parce vrai. qu'en fait, il y a un moteur de recherche en fait sur ce site qui te Mhm. demande en gros soit est-ce que l'entreprise elle est créée, enfin qui te demande voilà ta localisation, quel est ton besoin, est-ce que c'est création d'emploi, est-ce que c'est financement, bon, achat ou que sais-je. Et après de là il y a en fait c'est une base de données en fait qui avec des filtres qui fait ressortir les différentes aides publiques possibles. D'accord. Et toi, tu recommandes les aides publiques? Tu penses que c'est quelque chose qui est intéressant, qui est facile à obtenir, ou au contraire qui est plus difficile à obtenir? Bah, en fait, ce qu'il y a par rapport aux aides publiques, euh, comment dirais-je? Il y a, il y a beaucoup d'aides en fait qui sont plutôt je dirais, en fait, moi, je les classe un peu en trois grosses familles. Tu as les aides qui sont plutôt ben, des prêts. Donc Mhm. ça, c'est plutôt en général les TPE, PME, donc des entreprises installées qui ont une capacité d'autofinancement et donc qui ont une capacité à rembourser, parce que c'est pas gratuit, c'est des prêts. Après, tu as tout ce qui est les allègements, qui sont aussi des formes de financement, qui sont pas directes en fait. Mais c'est tout ce qui est allègement, par exemple l'aide au recrutement, euh, selon le territoire aussi dans lequel on se situe, tout ce qui est TVA réduite. C'est toutes ces aides-là en fait qui sont un petit peu des modes de financement, je vais pas dire déguisés, mais alternatifs, parce qu'on te donne pas de l'argent directement, mais on te facilite les choses. Oui, Par c'est des exemple, exonérations. notamment voilà, tout ce qui est exonération et aussi tout ce qui est notamment dans l'économie sociale et solidaire. Il y a aussi beaucoup d'aides qui sont liées l'économie sociale et solidaire. En gros, c'est le mode, c'est le secteur de l'économie qui rassemble un petit peu les services à la personne, les associations, les coopératives, voilà. Euh, Où en fait il y a des allègements fiscaux pour les investisseurs. En gros, c'est une manière d'inciter les investisseurs à investir dans ces entreprises-là, en disant ben ça va vous coûter moins fiscalement. Donc c'est un petit peu, voilà, il y a toutes ces aides-là. Et après, c'est peut-être, et après, il y a tout ce qui est lié aux dons, aux subventions, c'est-à-dire là, carrément, l'aide publique, c'est-à-dire du cash qui est donné. Ça, c'est très intéressant, en fait. Parce que j'ai envie de dire, pourquoi cracher sur cet argent? C'est un cadeau, autant l'accepter. Et c'est plutôt, encore une fois, c'est les territoires qui donnent ces fonds-là, souvent. Parce que euh, eux, tout leur intérêt, c'est qu'il y ait des gens comme vous, en fait, qui se lancent. C'est pour ça que vous avez de plus en plus dans les communes, dans les villes, notamment en banlieue, où vous avez des incubateurs, vous avez les maisons de quartier, etc., qui se rassemblent pour créer des lieux, en fait, pour aider les gens, on va dire, à créer leur entreprise. Parce que leur intérêt, c'est que vous lanciez, vous créez l'entreprise, vous créez de la valeur et vous créez des emplois. C'est ce que les territoires veulent. Donc, ils proposent souvent voilà, des concours, des subventions, des choses comme ça, permettant à voilà, un porteur de projet de venir pitcher et puis éventuellement de recevoir une enveloppe pour lancer son business. Donc, c'est très bien. Après, ça peut être compétitif selon où on est, mais voilà, c'est un peu ce que je peux dire sur là-dessus. Tout ce qui est financement public. Ok. Ouais, Alors, du coup, on a vu pas mal de choses et on va arriver sur le point le plus gros focus de la soirée, qui est le crowdfunding. À ouais. savoir, on a pas mal de questions. Combien est-ce qu'on peut lever en crowdfunding? Quelle plateforme on devrait choisir? À quel stade du projet on devrait aller vers ces plateformes? Quels sont les critères aussi? Parce qu'il y a toujours des Mhm. critères à l'entrée. Et puis, comment être sûr de réussir ce crowdfunding? On vous donnera nos astuces à la fin. Faites-nous un petit coucou dans le chat. Dites-nous si vous êtes déjà lancé ou bien si vous êtes porteur de projet. Ça fait combien de temps que vous voulez vous lancer? Voilà, parlez-nous un peu de votre business, qu'on puisse aussi adapter les réponses. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions sur les différents modes de financement.
Alors, Redouane, qu'est-ce que tu peux nous dire au sujet du crowdfunding? Ok, donc le crowdfunding qui m'est plus à présenter. Bon, mais pour expliquer brièvement, en gros, c'est le financement par la foule, financement participatif, c'est-à-dire on a un projet et différents, comment dirais-je, personnes en fait qui croient, qui aiment ou qui veulent voir ce projet émerger vont donner une somme qui peut aller de 1 euro à des centaines, voire des milliers selon la personne. Et en fait, tout cet argent-là collecté va être donné au porteur de projet pour qu'il puisse réaliser son projet. Dans les, dans les modes de donation, en général, c'est avec ou sans contrepartie. Ça veut dire la personne, le donateur va donner, et en fonction du montant, soit il n'y a aucune contrepartie, ça veut dire c'est juste un don, voilà, c'est cadeau, c'est pour moi. Ou soit c'est avec contrepartie. Ça veut dire, selon le niveau, le montant que tu as donné, ben, tu as un petit cadeau. Ça peut aller du simple remerciement aux goodies, à, par exemple, si c'est, je sais pas moi, admettons, quelqu'un qui veut lancer un documentaire, et ben, c'est peut-être être invité à la première diffusion de ce documentaire. C'est, voilà. Ou alors, si par exemple c'est une marque de vêtements, c'est ben recevoir un vêtement de la marque. Voilà, ça peut aller crescendo. Après, il peut y avoir plusieurs types de dons, donc il peut y avoir du prêt rémunéré, il peut y avoir du don en temps aussi. Donc voilà, faut faire attention à bien regarder sur quel type de donation quel type de donation on veut, par exemple, voilà. Euh, mais en général, c'est plutôt don avec ou sans contrepartie. D'accord. Alors, je vois que là, parmi nous, on a des porteurs de projets. Donc, on a Sally Happy qui est porteur de projet depuis 2 ans. On a aussi des gens qui ne se sont jamais lancés, mais qui sont intéressés par l'entrepreneuriat, Linda. Du coup, je pense que l'explication, la petite présentation du crowdfunding que tu viens de faire, elle était particulièrement pertinente. Et la question que l'on veut tous, dont on veut tous la réponse, c'est de savoir combien on peut obtenir de financement à travers le crowdfunding. Ok. Bah, en moyenne, en fait, la fourchette, elle est vraiment tellement large, ça peut aller de 500 euros à 10 000 euros à peu près. Et Ok. juste pour revenir sur l'état d'avancement, parce que ça c'est très important, en fait, là on est encore une fois, en fait, on peut être soit au stade de l'idée, voilà, j'ai une idée géniale et tout, et j'ai besoin d'un financement pour justement fabriquer mon MVP, ce dont on parlait tout à l'heure, mon prototype, mon premier produit, le produit que je vais pouvoir lancer sur le marché. Donc ça peut être ça peut être j'ai déjà mon MVP, donc j'ai déjà mon prototype, ma première version, mais j'ai besoin de financement pour distribuer mon produit, par exemple, pour faire ma mise sur le marché, parce que ça peut demander des fonds au niveau de la production, etc. Donc voilà, ça peut être globalement c'est ce niveau-là, c'est ce qu'on appelle le niveau, c'est early stage, ça veut dire très tôt, voilà. C'est ou alors pre-seed ou seed dans le jargon startup, ça veut dire voilà, le produit est encore à l'état un peu embryonnaire, on va dire. Oui, c'est vraiment au stade de la création d'entreprise, en fait, hein. Ouais. T'es Au vraiment, en stade fait, de, c'est ouais, de vraiment, l'idée et de la création. Ouais. voilà, c'est vraiment au moment où t'es en train de créer l'entreprise. Donc, soit t'as pas encore ton produit parce que t'as besoin de fonds pour le développer. C'est un produit qui demande d'engager un certain nombre de coûts, ou bien tu l'as Mhm. déjà, mais comme tu as dit, il faut des fonds pour pouvoir le distribuer. Parce que la distribution, moi j'aime bien le dire, la distribution c'est le nerf de la guerre. On l'a vu pendant les confinements successifs. Et effectivement, ça peut être intéressant de financer aussi la distribution. Ouais. Et juste quelques petites données sur le crowdfunding qui sont intéressantes pour mettre en perspective ce dont on va parler, c'est que en fait le crowdfunding de 2015 à 2020 a, a une croissance de plus de 60%. Et en fait de 2019 à 2020, on a quasiment doublé le, les encours, c'est-à-dire le nombre d'argent qui a été collecté en financement participatif. C'est-à-dire qu'en 2019, on était à peu près en France à 600 millions d'euros.
Et en 2020, on est passé à 1 milliard d'euros en une année. Donc ça veut dire qu'on est vraiment sur un mode de financement en fait qui est en croissance, donc qui est loin d'être épuisé. Les gens ne se lassent pas de donner en crowdfunding. Ensuite, et aussi ça prouve que les gens ont confiance dans ce mode-là. Qu'il y a voilà, il y a une transparence parce qu'il y a il y a beaucoup de plateformes et notamment de plateformes qui sont installées. Beaucoup de plateformes ont des agréments de l'autorité des marchés financiers. Donc, c'est des plateformes en fait auxquelles le donateur lambda a confiance dans ces plateformes-là et n'hésite pas à donner. Donc voilà, donc c'est vraiment un mode voilà, qui est présent, qui est là et qu'il faut utiliser. Euh, et aussi au niveau de qui reçoit le crowdfunding, on voit qu'à peu près, grosso modo, hein, mais c'est 70% comment dirais-je? Non, je ne vais pas parler en pourcentage. Mais en gros, c'est plutôt, vous avez le secteur de l'ESS, donc l'économie sociale et solidaire, et les particuliers. Et en tout cas, moi, c'est mon interprétation des choses, c'est que ce qu'il faut comprendre de cela, en fait, c'est que les gens donnent parce qu'ils se sentent touchés par le projet, qu'ils sentent un certain attachement. Et donc, j'anticipe un peu sur la partie stratégie. Mais ça veut dire qu'en fait, les projets qui marchent, c'est les love brands. Ça veut dire, c'est ceux qui, comment dirais-je, qui ont des qui, valeurs très fortes, qui touchent aux émotions des gens, qui savent raconter une belle histoire. D'où l'importance d'avoir bossé son identité de marque avant d'aller faire son exactement, crowdfunding. exactement, c'est ça. Voilà, donc voilà à peu près un petit peu pour les, comment ça s'appelle, pour quelques petites données chiffrées. Il y a quelqu'un qui a demandé comment est-ce que ça s'écrit. Je pense que peut-être ceux qui participent, vous pouvez peut-être lui répondre du coup, si ça n'a pas déjà été fait, lui mettre crowdfunding, comment est-ce que ça s'écrit. Ou alors tu peux taper tout simplement financement participatif. On va tester votre anglais Voilà, ce c'est la même soir. chose. Qui est capable d'écrire crowdfunding sans faute? Et Un ouais. F ou deux F? Ouais. Ok, super. C'est cool. Elle a eu sa réponse. Et au niveau des plateformes, donc pour citer quelques-unes, mais il y en a énormément, mais on pense à KissKissBankBank, don avec donc eux en gros, les plateformes que je vais citer en général, c'est plutôt du don avec contrepartie. Ouais. Donc attends, KissKissBankBank, attends. Notez bien. C'est le moment de noter. Si vous êtes en train de cuisiner, allez chercher un stylo, un post-it, n'importe quoi, un essuie-tout, et notez le nom des plateformes de crowdfunding sur lesquelles vous pouvez financer votre projet. Vas-y, Edwin. donc KissKissBankBank, Ulule, Kickstarter. Après, Bluebees, blue comme le bleu en anglais, Bluebees comme l'abeille bleue, Bluebees. Ensuite, ça c'est plutôt sur les projets africains parce que moi c'est un peu mon positionnement. Mais vous avez Fiatop, vous avez Quendo, vous avez Jama Funding. Jama Funding, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que c'est du don en temps. Mais là, c'est plutôt pour les associations pour le coup, c'est pas vraiment les entreprises. Mais c'est du don en temps. Ça veut dire, bah, typiquement, on parlait de ça, les modes de financement. Parfois, est-ce que vous avez besoin d'argent ou vous avez besoin d'expertise? Ça, c'est une question. Vous avez un business, vous dites, voilà, j'ai besoin de X millions d'euros, etc. Mais peut-être en fait, vous avez besoin d'un ingénieur qui peut vous aider à fabriquer votre solution. Et vous avez besoin d'un expert comptable. Eh ben, vous pouvez peut-être trouver un mode de financement. C'est pas le financement en numéraire, en capital, mais c'est juste en expertise. Quelqu'un qui est prêt à vous donner de son temps. Et là, typiquement, Jama Funding, mais c'est plutôt pour les associations. Et c'est du financement en temps, c'est-à-dire quelqu'un qui donne bénévolement de son temps pour aider quelqu'un à faire ça. Je sais pas moi, son, Oui, un avocat, un comptable, voilà, c'est ça, exactement. Et un consultant en marketing, en communication, une agence web. Ouais, ça peut être des tas de choses, hein. On a besoin de prestataires. c'est ça, ouais. Il y a juste une personne qui a demandé si le live serait disponible. Alors oui, vous pouvez retrouver tous les lives de Powiz sur Instagram. Donc vous verrez qu'il y a des lives qui datent justement du confinement. Il y a plein de choses intéressantes.
Et si vous préférez YouTube, vous pouvez aussi nous retrouver sur notre chaîne YouTube. Là-bas, il y a tous les replays des lives et puis aussi les autres vidéos YouTube. Donc, n'hésitez pas à faire un tour et vous abonner. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup savoir si parmi vous ce soir, il y a des personnes qui nous suivent sur YouTube, qui connaissent un petit peu notre chaîne, ou bien si vous nous suivez uniquement sur Instagram. En tout cas, ce live sur le financement et tous les autres, vous les retrouvez sur notre chaîne YouTube. Du coup, peut-être qu'on peut passer sur la partie un peu plus. Maintenant qu'on a compris, voilà, qu'est-ce que c'est le financement participatif, c'est rassembler la foule qui va nous donner de l'argent pour notre projet. C'est au stade de l'idée. Donc j'ai une idée, voilà, je veux faire, je sais pas, lancer une marque de vêtements. J'ai besoin d'argent pour payer le modéliste, créer mon patron et faire la mise, distribuer mon produit. Maintenant, comment est-ce qu'on fait? Quelle stratégie il faut adopter pour avoir ces sous-là, cet argent? Ce, euh, il y a un point, je pense, central en fait au niveau de la stratégie du crowdfunding à avoir en tête tout de suite maintenant, c'est que 95% des donateurs viennent de la communauté du porteur de projet. Ça veut dire que l'écrasante majorité des gens qui vont vous donner de l'argent, c'est des gens qui vous suivent déjà, qui vous aiment déjà, qui veulent voir votre produit, etc. C'est pas des gens qui, une fois que vous allez faire votre campagne, qui vont dire, ah, vous existez, je vais vous donner. Ça, c'est que après, il n'y a pas de règle absolue, évidemment, mais en moyenne, c'est plutôt 5%. C'est-à-dire que vraiment, votre premier cercle de donateurs, c'est votre communauté, c'est votre audience. D'où l'importance de potentiellement ne pas attendre d'être lancé pour commencer à créer un compte voilà, Instagram ou autre selon la plateforme sur laquelle vous êtes, d'avoir une stratégie marketing, de créer une audience, etc., etc. Oui, parce que ça fonctionne par cercle par onde, en fait. Au départ, vous allez lancer votre campagne de crowdfunding et c'est votre communauté, les gens qui soutiennent vos projets depuis le début, votre projet depuis le début, qui vont commencer à donner les premiers euros. Et quand les gens qui ne vous connaissent pas vont voir que X personnes vous ont déjà donné X euros, ça va leur donner confiance. Et donc, vous allez passer sur un deuxième cercle. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est comme ça, finalement, Mm. qu'on arrive à toucher un maximum de monde. Mais il faut, au départ, qu'il y ait un réel soutien autour de ce projet. Et la page de crowdfunding en elle-même, sauf dans de très rares cas, ne suffit pas. Il va Non. falloir d'abord créer, on disait tout à l'heure, avoir une identité de marque qui soit forte, qui défende des valeurs auxquelles les gens tiennent, pour qu'ils s'attachent à votre projet et qu'ils aient confiance aussi en vous, de pouvoir construire donc une communauté engagée sur les réseaux sociaux. Donc, on parle pas forcément de beaucoup de gens, hein. Vous pouvez avoir 100, 500, 1000 personnes qui vous suivent. Si ces personnes, elles sont réellement fans, elles croient profondément en ce que vous faites, en votre vision, et elles vous défendent et elles font votre publicité partout, elles vous recommandent, ça suffit en fait pour justement déclencher cette onde de choc et permettre au crowdfunding d'exploser. D'ailleurs, on a plusieurs de nos trainees chez Powys qui ont lancé des campagnes de crowdfunding et en construisant une communauté justement sur Instagram, les campagnes de crowdfunding, elles ont été explosées, c'est-à-dire qu'on était sur des scores de 300%. Admettons que, je ne sais plus quelle était la somme exacte, mais admettons qu'il y avait une somme qui était recherchée de quelques milliers d'euros, et en fait, ils ont récolté 3 fois plus que ce qu'ils pensaient à la base. Pourquoi? Parce que, en ayant suivi nos bons conseils, eh bien, ils avaient d'abord commencé à créer une communauté sur Instagram. Ouais, tout à fait. C'est vraiment un point très important. Ben, par exemple, moi, je vois euh, deux associations que j'avais accompagnées. Euh, la première, en fait, elle avait déjà une communauté. Elle avait fait une première, elle avait lancé une première campagne de crowdfunding. Elle avait eu 30 euros. Donc voilà, il n'y avait pas eu d'engagement en fait sur sa campagne. Avec quelques conseils que je vais vous donner là euh, aujourd'hui, elle a refait la même opération. Elle a récolté 600 euros. Donc, Donc elle a fait fois combien? Entre 30 et 600, c'est quoi ça fait fois 20, fois le 20, coefficient fois 20? Elle a multiplié fois fois 20. 20 en appliquant les bons conseils d'Edwin. Alors, C'est Edwin, ça. donne-nous les conseils pour multiplier nos crowdfunding Et, par 20. et juste,
pour dire le deuxième cas, parce que du coup, voilà, j'ai deux associations en tête. Donc la première, elle a pu faire Ouais. ça, et la deuxième, on n'a pas pu en fait, on n'a pas fait de campagne de crowdfunding, parce qu'en fait, elle n'avait pas déjà une audience en fait qu'on pouvait aller chercher et mobiliser. Donc oui, il y a des conseils, mais après, je peux pas inventer. Voilà, on peut pas créer une communauté en une heure de coaching. Donc, c'est qui fait qu'en fait, c'est qu'en fait la première association, c'est qu'en fait finalement, elle avait déjà fait ce travail de fond. Donc en fait, il y avait juste à faire quelques ajustements pour pouvoir avoir des résultats. Que la Mm. deuxième, vu qu'elle n'avait pas de communauté de base, ça a été compliqué en fait. Enfin, du coup, on n'a pas fait, on n'est pas passé par cette voie-là. C'est ça en fait D'accord, que je veux dire, d'où l'importance, voilà, de stratégie marketing importante. c'est ça. En fait, Maintenant, au t'es, niveau, t'es porteur de projet, tu as la responsabilité d'aller chercher ta communauté, de leur dire que tu existes, de voilà, de sortir de l'ombre, de commencer à porter réellement ton projet, à en parler, pour pouvoir avoir ces gens qui sont derrière toi. Et une fois que tu as ça, il faut que tu écoutes et que tu notes les conseils d'Edwin pour faire cartonner, exploser ta campagne de crowdfunding. du coup, moi, enfin, voilà, il y a deux gros conseils enfin, déjà, le premier conseil que moi je donne, c'est déjà, et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure sur la question marketing, c'est en fait dans l'audience, faut bien savoir distinguer à qui tu parles en fait. Grosso modo, il y a deux gros profils, enfin trois gros profils. Il y a la cible, ça veut dire c'est ceux à qui en fait ton produit s'adresse. Et donc, c'est plus ou moins, euh, ça peut être les bénéficiaires de ton activité, ça peut être des potentiels futurs clients, et c'est à eux, c'est vers eux que toute ta stratégie marketing doit être orientée. Ensuite, il y a ce qu'on peut appeler communément la love money, c'est-à-dire les proches, les amis, qui vont donner parce qu'ils t'aiment, parce ils te soutiennent, ils veulent te voir réussir, etc. Donc ça, c'est des gens à aller mobiliser, à aller chercher. Mais il faut pas penser que c'est ta cible. Je sais pas, on a tous reçu sur Facebook, par exemple, une invitation d'un ami ou d'un proche qui nous envoie sa page à liker, alors qu'en fait, on n'est pas concerné en fait par le produit. Ça, je pense que ça nous est, ou même moi j'ai déjà fait aussi, et en fait, c'est pas forcément pertinent. C'est bien peut-être au tout début pour, voilà, parce qu'on a besoin de visibilité ou que sais-je, mais il faut bien la distinction entre votre cible, c'est à elle que vous devez vous adresser, et les gens qui vous soutiennent accessoirement parce que ce sont vos proches, et ce qu'on appelle la love money, c'est-à-dire voilà, les proches qui vont vous donner de l'argent. D'ailleurs, j'en profite Et pour poser une petite oui, question à nos auditeurs. Est-ce que vos proches vous soutiennent dans votre projet? Ça, c'est une question qui est vraiment intéressante parce que si vous voulez vous projeter dans un financement de crowdfunding, eh bien, vos proches vont aussi vous aider, comme le disait Edwin. Donc, moi, j'aimerais beaucoup savoir, dites-nous, est-ce que vos proches vous soutiennent? Est-ce qu'ils sont vraiment chaud patate derrière vous? Ou au contraire, est-ce qu'ils sont sceptiques? Voire, est-ce qu'ils sont même un frein au lancement de votre projet? Comment se positionne votre entourage vis-à-vis de vous et de votre projet? ouais. Euh, donc voilà, donc et parce que non mais c'est important ce que tu demandes là Emmanuel parce que la love money c'est aussi vraiment un mode voilà de financement, vos proches, etc. Ensuite, donc et l'autre, je dirais l'autre catégorie sociale dans l'audience, je dirais tout ce qui est influenceur. Et pas forcément influenceur au sens professionnel, c'est-à-dire des gens que vous allez rémunérer parce qu'ils vont vous faire de la visibilité, mais ça peut être des relais, des gens dans votre entourage qui, je sais pas, je pense qu'on en a un peu tous dans notre entourage, quelqu'un qui, voilà, qui est fan Ils de sont ce qu'on fait, influents. admettons, qui sont influents et qui vont porter votre voix en fait dans des contrées où vous ne seriez pas forcément allé. Pour la petite anecdote, je suis business trainer chez Poise. Moi, c'est ma femme en fait qui m'a fait savoir l'existence de Poise. Donc c'est un peu mon influenceuse, si on peut dire ça comme ça. Parce que j'étais pas au courant en fait quand il y a eu l'annonce. Et donc voilà, et donc c'est bien d'identifier ces gens-là en fait dans votre entourage qui vous soutiennent en fait et qui quand vous allez vouloir lancer votre campagne, vont aller porter votre voix dans des cercles que vous n'aurez pas forcément pensé à aller voir. Vous voyez? Donc ça, c'est vraiment la partie, je dirais, un peu analyse. Maintenant, un conseil vraiment bateau, mais qui fait la différence, avant de lancer une campagne de crowdfunding, moi je dirais, faites un sondage en fait. Faites un sondage dans votre communauté, en trois questions simplement. Si je lance voilà, je souhaite lancer une campagne de crowdfunding,
Est-ce que tu serais prêt à me soutenir, à y participer, oui ou non? Combien? Et contact. Trois questions avant de te lancer, tout simplement. Et ça, c'est vraiment déterminant pour beaucoup de points. Premier point, il y a beaucoup de plateformes en fait. Non, en fait, le fait de poser cette question va vous permettre de savoir combien vous allez potentiellement collecter dans cette campagne-là avant de vous lancer. Comme ça, vous n'allez pas à l'aveugle en fait. Vous savez, ok, dans cette campagne, je peux potentiellement lever X milliers Non. d'euros. Ouais. C'est ça. Parce que j'ai Et sondé ma communauté. Oui? yes. Et un petit tips de communication, quand vous allez leur demander combien ils sont prêts à vous donner, euh, au lieu de leur donner une question ouverte et leur dire combien, moi je serais partisane de faire un sondage sur deux options fermes, c'est-à-dire deux fourchettes. Par exemple, je peux te donner entre 20 et 30 euros, ou je peux te donner entre 30 et 50 euros. Alors, avec ces deux options, en fait, vous allez amener les gens à se positionner et ils auront plus de facilité à se projeter dans Mm. ces estimations que si vous leur dites combien. Parce que combien, en fait, ça peut aller juste combien, ça veut dire quoi? Je vais être obligé de te donner 1 000 euros. Alors que si vous leur dites choisis entre 30 euros ou 50 euros, par exemple, ou des fourchettes, ils vont Mm. savoir réellement ce que vous attendez d'eux et ça va être moins. En fait, vous allez lever un frein dans Ouais. la réponse qu'ils vont vous apporter. Un petit tips de com. Et je rajouterais juste, laisser la porte ouverte avec autre. Parce que par Autre. exemple, on voit que voilà, il y a des gens, voilà, en fait, on peut aussi avoir des belles surprises en fait. Des gens qui, ben moi, ton projet me plaît, bam, je vais donner des grosses sommes en fait. Ça, c'est des choses aussi qui arrivent. Donc effectivement, pour la majorité, c'est bien effectivement de leur cadre, de les aider à se positionner, à se cadrer, et puis laisser une petite porte ouverte avec autre, qui permet à la personne de pouvoir, ben, si vous avez une bonne surprise, ben, de voir que voilà, il y a des gens qui sont prêts à mettre beaucoup plus. Attends, on Et va faire le ensuite, test. en fait, Attends, Edwin, on va faire le test en live. Si Powys lance une campagne de crowdfunding, vous êtes prêts à nous soutenir? Vous êtes prêts à nous donner combien? Mettez-nous les réponses dans le chat. J'aimerais beaucoup connaître les résultats. On fait le test en direct. allez, Il nous, re- il nous reste 3 minutes, Edwin, ok, je, pour terminer ce juste live. conclure sur juste juste ce tips-là. Bref, en gros, parce qu'aussi vous avez beaucoup de campagnes en fait, de plateformes qui conditionnent l'obtention des fonds à l'atteinte de l'objectif. Par exemple, si vous avez dit, je veux 3000, mon objectif c'est 3 000 euros. Si vous n'atteignez pas les 3 000 euros, ils vous donnent walou, ils vous donnent rien du tout. Donc, c'est bien de savoir à l'avance combien est-ce que vous, sur quoi vous pouvez tabler. Et ensuite, ça, c'est aussi très bien parce que ça va vous permettre pour de prochaines campagnes de pouvoir anticiper. Et aussi, le dernier élément en fait qui est bien de faire ce type de sondage pré-campagne, c'est que ça permet aux gens de s'engager et ensuite, quand ils vous donnent leur contact, ben, vous pouvez maintenant les relancer au moment où vous lancez votre campagne avec un message personnalisé, voire individuel si possible, autant que possible. Euh, pour dire voilà, je lance mon truc, j'ai vu que tu voulais donner, eh ben, je suis super content, un truc super naturel en fait. Voilà, la campagne est lancée, voilà. Et la durée, c'est en moyenne 30 jours, parce qu'il faut créer un effet d'urgence. Quand au-delà de 30 Ouais, jours, les campagnes ont moins de succès, moins d'impact. parce que les gens se disent, bon, on a le temps, je donnerai le mois prochain, je verrai. Alors que quand c'est 30 jours, c'est non, non, faut donner maintenant, là. La campagne, elle va finir dans la semaine prochaine, là, donc Ah ouais, il faut un compteur. Il faut un c'est compteur. ça. Moi, le petit conseil que j'ajouterais aussi, c'est avant de lancer la campagne de crowdfunding, c'est de faire une veille sur la plateforme où vous voulez aller, de voir en fait comment sont présentés les projets qui fonctionnent, les projets qui ramassent beaucoup d'argent, les projets qui plaisent, comment ils sont présentés. À quoi ressemble en fait leur page de présentation? Est-ce que les porteurs sont présents ou bien est-ce que c'est juste le produit? Est-ce qu'il y a des vidéos? Est-ce qu'il y a une histoire? Est-ce qu'il y a un storytelling? Et on parle beaucoup des marques avec du storytelling. Est-ce que on a déjà des images, des prototypes? Voilà, vraiment d'essayer d'analyser les éléments récurrents des campagnes de crowdfunding à succès pour pouvoir après les appliquer pour votre propre campagne. Parce qu'après, toute la création de la page et de la campagne, ça va être aussi un gros travail. Donc, rien ne vaut Ouais. une bonne veille avant de se lancer. Eh bien, Edwin, on arrive déjà à la fin de ce live. C'est fou. J'ai pas vu le temps passer. Ouais, c'est Euh, passé vite.
On se retrouvera certainement très bientôt pour de nouvelles informations au sujet du financement, parce qu'on a abordé une toute petite partie. En tout cas, merci infiniment pour toutes ces informations précieuses. Retrouvez le live en replay sur notre IGTV et sur notre chaîne YouTube et abonnez-vous. Et ben moi, je vous dis bonne soirée, à bientôt.